On va reparler à présent de l'Ukraine, faire front commun pour espérer obtenir des garanties. C'était l'objectif de la conférence qui avait été organisée à la dernière minute par les dirigeants européens, à laquelle les présidents américains et ukrainiens ont participé mercredi dernier. Elle a eu lieu, on le rappelle, 2 jours avant la rencontre peut-être décisive entre Donald Trump et Vladimir Poutine aujourd'hui. On revient justement sur les moments clés de ces 2 derniers jours avec Sharon Camara. Ils n'ont pas été conviés à la rencontre de ce 15 août, mais comptent bien faire entendre leur voix. Les dirigeants européens et le président Zelensky ont participé ce mercredi à une visioconférence au sujet de l'Ukraine. Une réunion virtuelle à laquelle le président américain a pris part 2 jours avant sa rencontre avec Vladimir Poutine. Le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Le chancelier allemand, initiateur de la conférence, se dit optimiste pour les prochaines étapes. Il y a de l'espoir pour une évolution. Il y a de l'espoir pour la paix en Ukraine. D'un point de vue européen et d'un point de vue allemand, nous mettons tout en œuvre pour saisir chaque occasion de mettre fin à cette guerre. Un espoir que partage également le Premier ministre britannique. Durant les 3 ans et quelques mois que ce conflit a duré, nous n'avons jamais été proches d'une solution réelle pour parvenir à un cessez-le-feu. Et maintenant, nous avons cette chance grâce au travail du président américain Donald Trump. Présent à Berlin dans le cadre de la visioconférence, le président ukrainien se montre plus prudent. Nous espérons que le thème central de cette réunion sera un cessez-le-feu immédiat. Dès le lendemain, Volodymyr Zelensky s'est rendu au Royaume-Uni pour une rencontre avec le Premier ministre Keir Starmer. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette réunion. De son côté, Donald Trump n'écarte pas l'idée d'une rencontre entre les présidents russes et ukrainiens à l'issue du sommet en Alaska. Et pour parler de cette rencontre, j'accueille Alexandre Orlov. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien ambassadeur de Russie en France, et Harold Iman. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste international CNews. Je voudrais qu'on écoute aussi Donald Trump qui s'est exprimé avant de rejoindre justement l'Alaska. Il est en vol actuellement, le président américain. Il parle du respect qu'il porte à Vladimir Poutine. On l'écoute. C'est un homme intelligent. Il fait ça depuis longtemps, mais moi aussi. Et nous voilà, nous sommes présidents. C'est beaucoup plus difficile que ce que je fais aujourd'hui, croyez-moi. Il y a un bon niveau de respect des 2 côtés. Et je pense que quelque chose va en sortir. J'ai remarqué qu'il amenait beaucoup d'hommes d'affaires russes. Et c'est une bonne chose. J'aime ça parce qu'ils veulent faire des affaires. Mais ils ne feront pas d'affaires tant que la guerre ne sera pas terminée. Harold Iman, nous sommes à quelques heures maintenant de cette rencontre que vous pourrez évidemment suivre sur l'antenne de CNews. On a l'impression que Donald Trump, dans ses premières prises de parole, celle-là date d'il y a quelques minutes, il essaye d'arrondir les angles, de rappeler que les 2 hommes se portent un respect mutuel, et il a envie évidemment que cette rencontre serve à quelque chose. Oui, il est coutumier du fait de lancer des petits messages préalables pour dire on peut s'arranger, c'est quelqu'un que je respecte, et on a des affaires à faire, et que les problèmes qui nous amènent à nous rencontrer peuvent être dépassés rapidement pour aller vers des choses plus pacifiques et rentables. C'est l'économie, hein. Donc voilà le message qu'il avance. Maintenant, il a été un peu inconstant dans les dernières semaines, ou plutôt, il a mis des bémols, pour être exact. Il a grondé Vladimir Poutine pour des bombardements qu'il considérait comme excessifs, inconsidérés, choquants, mais sans jamais perdre le cap qu'il fallait en arriver à un sommet. Donc voilà le sommet qui approche, le sommet qui promet d'être suivi d'un autre sommet. Parce que Donald Trump a dit, bon, on ne peut pas tout résoudre, on n'aura pas assez de temps. Du côté de la télévision publique russe, on parle de négociations de 6 ou 7 heures de durée. Hein. Il va falloir passer du petit déjeuner au déjeuner. Non, mais physiquement. Et donc, ça donne des moments de pause, de réflexion. On peut aller un peu plus loin. Et après, il y aurait une autre réunion, selon Donald Trump, si on réussit la première. Donc, c'est comment dirais-je, à détonation échelonnée, cette affaire. Et même d'autres, a-t-il dit. Donc, voilà, les choses ont été préparées, clairement. Les contacts ont été pris, y compris avec le Bélarus de Loukachenko. Oui. Monsieur Witkoff est allé là-bas. Il a obtenu la libération de certains dissidents même.
de Bélarus. Donc, on a aplani pas mal de choses, mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on imagine comme issue de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on imagine? Est-ce qu'on imagine la fin de la guerre en Ukraine et on passe à quelque chose de pacifique et d'économique? Ou bien est-ce que c'est le grand bras de fer et on verra qui lâche le premier? Est-ce que ça va être comme Gorbatchev versus Reagan ou quelque chose de ce genre? Voilà la question qu'on peut se poser. Je voudrais qu'on écoute de nouveau le président américain, puisqu'il parlait des potentielles autres rencontres et des rencontres notamment évidemment nécessaires avec Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Je suis ici pour négocier au nom de l'Ukraine. Je suis ici pour les amener à la table des négociations. Et je pense qu'il y a deux camps. Écoutez, Vladimir Poutine voulait s'emparer de toute l'Ukraine. Si je n'étais pas président, il serait en train de s'emparer de toute l'Ukraine en ce moment même. Mais il ne le fera pas. Alexandre Orlov, que peut-on attendre de cette rencontre? On parle beaucoup d'une rencontre décisive. Certes, au moins des conversations sérieuses, des discussions sérieuses sont en train de s'engager, mais même Donald Trump le reconnaissait, il y a 25% de risque, disait-il hier, que ça n'aboutisse pas. Écoutez, moi je pense que tout d'abord, cette première rencontre entre les deux dirigeants se présente sous les meilleurs auspices, puisque je vois que de part et d'autre, Vladimir Poutine, Donald Trump félicite l'autre de l'ouverture, de l'esprit constructif. Poutine a parlé il y a 2 jours qu'il considère les efforts qui sont déployés par Donald Trump comme sincères et énergiques. C'est vraiment une très haute appréciation et je crois que Donald Trump aussi attend avec impatience Poutine en Alaska pour commencer cette négociation. Écoutez, il faut pas avoir des illusions quand même, puisque je pense pas que pendant la seule rencontre, ils vont tout décider, tout régler. Non, c'est un processus. La négociation, c'est un processus. Et là, ce premier sommet, c'est le premier pas vers la solution finale, vers l'accord de paix qui doit être signé, espérons, le plus vite possible, mais qui doit être préparé. D'ailleurs, je dois dire que cette rencontre entre 2 présidents était aussi préparée par leurs proches collaborateurs, notamment par le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, et Steve Witman, qui est venu aussi à Moscou, qui a été reçu pendant longtemps par le président Poutine. Alors, on peut s'attendre à tout, mais je crois qu'on doit être plutôt optimiste, puisque si les 2 chefs d'État les plus puissants au monde prennent le risque de se voir, c'est pas pour avoir un bras de fer, comme a dit un journaliste, mais plutôt pour s'avancer vers la paix. Avec effectivement Arnaud Klarsfeld, aujourd'hui un processus, comme vous le disiez, qui est engagé. Même les rencontres qui ont eu lieu mercredi en visioconférence entre les Européens et le président ukrainien puis le président américain ont déjà mis un certain nombre d'objectifs sur la table. Maintenant, évidemment, il faut continuer à évoquer tout cela. On se rappelle que Donald Trump aussi, lui, a envie que cette guerre se termine. Il avait promis la fin de la guerre en 1 jour. C'était un petit peu peut-être ambitieux, mais on voit que Donald Trump se dit cette guerre n'a que trop duré. Il est temps maintenant soit de s'entendre, soit d'aller beaucoup plus loin dans les sanctions notamment. Je pense qu'ils se sont déjà entendus avant même le meeting sur au moins une grande partie des choses. Et si Donald Trump vient chercher Vladimir Poutine à la sortie de l'avion et l'accueil en bas en Alaska, c'est pas pour ne pas avoir d'accord sur quelque chose. Bon, après, il va falloir le faire digérer aux Ukrainiens, c'est-à-dire c'est un gel sur la ligne de front. Jamais les troupes russes ne vont se retirer, ni de Zaporijia, ni de Kherson, ni de Donetsk, ni de Lugansk, ni encore moins de Crimée. Et encore, il considère Odessa comme une ville russe. Il voudrait bien pouvoir aller jusqu'à Odessa et la Transnistrie. Bon, mais en tous les cas, ils vont s'entendre comme 2 grandes puissances. Et c'est ce que j'ai dit depuis le début. Depuis 2022, je disais, les Américains et les Russes vont s'entendre sur le dos des Ukrainiens et il vaut mieux trouver un compromis. C'est ce qui est en train de se faire. Ils vont s'entendre sur le dos des Ukrainiens, mais les Ukrainiens ont été imprudents. Et l'Europe, surtout, a été imprudente de ne pas essayer de trouver une voie diplomatique à cette crise, parce que ce n'est pas possible que l'Ukraine, qui a quand même une histoire commune avec la Russie, c'est une forme de guerre civile, disons,
non seulement soit indépendante, ça c'est une chose, mais mette à bas tous les monuments qui commémoraient la victoire sur le nazisme et dresser des monuments à tous ceux qui avaient combattu la Russie et exterminé des familles juives. Ça, c'est jamais rappelé sur aucune chaîne en France. Et Bandera est un héros dans bien des pays, dans bien des villes de l'ouest de l'Ukraine. Et si la Russie a pu résister à l'avancée des troupes napoléoniennes et l'avancée des troupes hitlériennes, c'est parce que l'Ukraine faisait partie de la Russie et que Moscou n'est pas très loin. Donc les Russes, voyant les Américains ou l'OTAN avancer, s'est senti menacé. Je dis pas que Vladimir Poutine n'est pas un autocrate, je dis pas qu'il n'y a pas de la corruption, mais j'ai dit qu'il faut prendre aussi un peu la vision de l'autre partie pour considérer les choses. Bon, c'est une guerre qui n'aurait pas dû, comme le dit Trump, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Elle signe vraiment l'échec de la diplomatie européenne, parce que cette guerre, elle se passe sur le sol européen, et il vaut mieux que Trump et Poutine, aussi sympathiques ou antipathiques soient-ils, s'entendent. C'est mieux pour la paix du monde qu'une troisième guerre mondiale. J'ai vu la Tsar bombe, une bombe à hydrogène russe, elle est 10 000 fois ou 8 000 fois plus puissante que la bombe qui est tombée sur Hiroshima. S'il y a une guerre mondiale, c'est la fin de l'humanité. Donc il vaut mieux s'entendre, même s'il y a des forts désagréments pour les Ukrainiens qui perdront une partie qui est en plus pour une partie russophone. Le Donetsk et Luhansk, c'est russophone comme région. Je voudrais qu'on écoute justement Volodymyr Zelensky, puisque pour l'instant, il est en train de regarder ce qui va se passer, parce qu'on parle en son absence. On écoute le président ukrainien. La guerre continue. Elle continue précisément parce qu'il n'y a aucun ordre, ni aucun signe de Moscou indiquant que la Russie se prépare à mettre fin à cette guerre. Il continue aussi à tuer le jour même des négociations. Effectivement, sur le terrain, Martin Garagnon, on ne sent pas encore, en tout cas, l'issue d'une paix. Et c'est vrai que pour l'instant, on a vu les Européens parler entre eux avec Volodymyr Zelensky, parler entre eux à Donald Trump. Mais pour l'instant, on se dit, il y a beaucoup de suppositions tant qu'autour de la table, il n'y a pas les deux parties principalement concernées. Il faut voir aussi ce que Volodymyr Zelensky voudra bien penser et acter des négociations qui vont éventuellement arriver après ce sommet en Alaska. Oui, moi je veux bien, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt comme toujours les propos d'Arnaud, je veux bien qu'on fasse de Donald Trump le prix Nobel de la paix de demain et qu'on incrimine et qu'on vilipende la diplomatie européenne en disant en gros c'est de la faute des Européens s'il y a eu cette guerre et c'est grâce à Donald Trump qu'on en sortira. Je veux bien, je suis pas du tout d'accord, mais ce serait encore un autre débat. La réalité c'est que je veux bien aussi entendre le point de vue de la Russie. Moi j'ai beaucoup d'admiration, de respect pour la Russie, un grand pays, la culture russe, enfin c'est un pays immense, c'est un pays qui a en plus très longtemps été l'allié de la France, il faut le rappeler, hein. Lors de la Première Guerre mondiale, on était alliés dans ce qu'on appelait la triple entente. On a toujours été très proche de la Russie. Pour autant, on peut condamner cette agression de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Et je veux bien qu'on dise, oui, mais attention, l'Ukraine a voulu se rapprocher de l'OTAN, voire même voulu adhérer à l'OTAN. Et donc, du coup, c'est normal, finalement, que la Russie est envahie. Non, mais c'est une façon déjà de contextualiser et donc, quelque part, de légitimer cette guerre. Il y a une guerre avec un agresseur, un agressé. Après, on peut débattre de l'histoire, etc. La réalité, c'est qu'il y a un agresseur, un agressé. J'espère que ce sommet en Alaska va aboutir positivement. J'espère qu'on aboutira à la paix. C'est le souhait de tous les Européens, c'est le souhait de la France en premier lieu. Mais la paix, ça peut pas être une capitulation. C'est-à-dire que la paix, elle peut pas se faire sur le dos et au détriment de l'Ukraine. Pour une raison simple, nous, en tant qu'Européens, c'est ce qui se joue en Ukraine, c'est la sécurité de nos pays, de l'Europe. Et ça aussi, il faut le rappeler pour tous ceux qui pensent que c'est une guerre finalement qui est assez lointaine, qui ne nous intéresse pas, qui ne nous concerne pas, que les Russes, ils ont raison parce qu'ils jouent leur sécurité, mais nous aussi, on joue notre sécurité. Si demain, l'Ukraine, entre guillemets, tombe d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire soit une capitulation, soit un découpage territorial de l'Ukraine, quel signal ça envoie déjà pour la Russie vis-à-vis d'autres pays d'Europe de l'Est, les pays baltes, on sait bien qu'il y a l'enclave de Kaliningrad, on sait bien qu'il y a la Finlande, etc., mais même à d'autres superpuissances qui sont en rivalité immédiate avec les États-Unis. Qu'est-ce que le message sera entendu? Comment le message sera entendu par la Chine sur Taïwan pour les Américains? Les Chinois, ils vont se dire, mais
on n'a qu'à y aller, mais finalement, on aura gain de cause. Les Américains ne vont pas déclencher une guerre nucléaire avec la Chine pour Taïwan. En tout cas, ils le disent, parce qu'évidemment, ils ont le parapluie nucléaire américain qui est déployé sur tous les alliés d'Asie-Pacifique. Ils n'ont jamais dit que pour Taïwan, ils sont dans le flou stratégique et ils n'ont jamais dit qu'ils n'entreraient pas en guerre si la Chine prenait Taïwan. Évidemment, ils laissent planer cette menace. Ils ont dit qu'ils n'entreraient pas en guerre contre la Russie, même si la Russie envahissait l'Ukraine. Parce que l'Ukraine n'est pas membre de ça, ils l'ont dit. Biden l'a dit. Le fond de mon propos, c'est simplement de dire qu'il ne s'agit pas juste de quelques kilomètres carrés à départager entre l'Ukraine et la Russie. Ça va bien au-delà. C'est-à-dire que les conséquences au niveau mondial sont extrêmement importante pour l'Europe, évidemment, pour sa sécurité, mais même au niveau des équilibres internationaux, notamment entre la Chine et les États-Unis. Je voulais réagir, Alexandre Orlov, quand Arnaud Klarsfeld parlait d'une Europe qui avait été imprudente. Voyais que ça... Alors, je voudrais quand même intervenir, puisque j'ai entendu une analyse un peu simpliste de la situation. Je voudrais vous rappeler l'histoire qui n'est pas très lointaine. Alors, d'abord, agresseur-agressé. Vous savez que tout a commencé le 2014 avec le coup d'État à Kiev, qui était organisé par les États-Unis. On le connaît déjà, ils ont reconnu. Alors, après ce coup d'État, il y a eu une, attaque des forces qui sont venues au pouvoir contre les Russes et les russophones, qui ont interdit de parler leur langue maternelle. Alors, après, il y a eu tout de suite 2 référendums, en Crimée, mais aussi au Donbass, avec les mêmes résultats. Pour la Crimée, Poutine a dit « Très bien, je vous ai entendu, je vous prends ». Pour Donbass, malheureusement, il a dit « Je vous ai entendu, mais vous devez régler vos problèmes au sein de l'Ukraine ». Et après, les pouvoirs au Kiev ont lancé une opération antiterroriste contre Donbass, contre les gens qui défendaient leurs droits, et notamment le droit de parler leur langue maternelle. C'est par ça que tout a commencé. On est d'accord qu'il y a eu des exactions. Je dirais que les gens à Donbass étaient attaqués, agressés par le pouvoir à Kiev de l'époque. C'était Poroshenko qui était le président. Ça a duré, après il y a eu des accords de Minsk, mais quand même, ça a duré 8 ans. 8 ans, les gens à Donbass ont été bombardés par les troupes ukrainiennes. Il y a eu plus de 14 000 morts quand même. Et finalement, Poutine a dit, il y a seul moyen de venir en aide à nos concitoyens, c'est de lancer cette opération militaire. C'est comme ça que les choses se sont passées. Et après, une autre, je m'excuse, erreur que vous faites, cher monsieur, malheureusement, en France, on ne comprend pas la nature du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est pas du tout un conflit pour les territoires. La Russie en a plein. Oui. C'est pour ça. Malheureusement, quand l'Ukraine est devenue indépendante il y a 30 ans, les frontières n'ont pas été corrigées. Il y a eu toutes les régions de l'URSS. Russes. Oui, justement, c'était le seul pays. Oui. Et les frontières étaient les frontières administratives, comme aujourd'hui en France. Mais il n'y a pas eu de problème avec les pays baltes ou le Kazakhstan, monsieur, sur les frontières, sur le tracé des frontières. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait avec l'Ukraine ? Nous nous éloignons quand même pas trop du sujet. Il y a la grande différence, puisque les Ukrainiens et les Russes, c'est le même peuple. À l'origine, comme les Bélarusses, c'est le même peuple. Comme les Bélarusses. Comme les Bélarusses. Et les Bélarusses sont indépendants. Les gens qui habitent dans les pays baltes, là, ils étaient toujours étrangers. Et c'est pour ça qu'une fois réglé les problèmes avec l'Ukraine, la Russie n'a aucun intérêt à aller envahir les pays baltes ou quelqu'un d'autre. Là, je crois que les dirigeants européens se trompent lourdement. Avec Harold Iman sur les dirigeants européens, on a vu une communauté internationale assez discrète et un Donald Trump qui, ces derniers jours, et d'ailleurs ces derniers mois depuis qu'il a été élu, a mis comme objectif de résoudre ce conflit, alors que la communauté européenne semble un peu à la traîne, finalement. Oui, elle est moins rapide, moins décidée, moins unie, évidemment, que les États-Unis. Elle combat, bien sûr, une dissension intérieure, interne. La Hongrie, la Slovaquie et d'autres, sans le dire, ne veulent pas du tout aider l'Ukraine dans les grandes largeurs, comme on le fait maintenant. Et évidemment, l'Europe n'a pas d'armée commune. Donc, comme les États-Unis. Donc, on part avec un handicap, si vous voulez. Et donc, ce handicap se traduit absolument en tout. Et donc, à chaque fois qu'il y a les États-Unis commencent à oublier, relâcher l'aide
envers l'Ukraine, les Européens tentent de combler la brèche. Et ensuite, quand les États-Unis veulent revenir dans le jeu, ils dépassent tout de suite les Européens. C'est structurel. On ne pourra jamais vraiment être aussi puissant que sans imaginer dans 20 ans comme une nation européenne. Une autre citation du chancelier allemand qui disait « Vladimir Poutine a aujourd'hui l'occasion d'accepter un cessez-le-feu ». Arnaud Klarsfeld, est-ce qu'on peut aller aussi vite en besogne et se dire qu'on obtiendra un cessez-le-feu lors de cette réunion? En tous les cas, là, Poutine donnera quelque chose à Trump, ça c'est sûr. Un cessez-le-feu, il y aura un cessez-le-feu avec des conditions qui sont des conditions, les Russes négocient très âprement. Je me souviens des négociations entre Molotov et Ribbentrop en 1941. Molotov avait rendu Ribbentrop très fou parce qu'il était très pinaillé surtout. Donc les Russes pinaillent beaucoup. Ils voudront pas, s'il y a un cessez-le-feu, ils voudront pas que l'Ukraine continue à se fournir en armement. Ils voudront pas que l'Ukraine puisse rentrer dans l'OTAN. Bon, mais il vaut mieux qu'il y ait un cessez-le-feu, il vaut mieux qu'il y ait un accord entre Trump et Poutine et qu'il en ressorte quelque chose de positif et une baisse de la tension sur le continent européen. Et je pense pas non plus que, bon, on peut penser comme Martin que après s'être attaqué à l'Ukraine, la Russie s'attaquera à Berlin, à Paris et à Londres. Mais on peut penser aussi le contraire. Et moi, je vois pas la Russie aller jusqu'à Paris. Je vois pas son intérêt tellement d'aller jusqu'à Paris. Une grande partie, l'Europe a été imprudente. Une grande partie de la prospérité européenne a été bâtie sur une énergie à bas coût qui venait de Russie. Et il y a eu une crise. Les Européens ont payé le coût de cette crise. Et ils n'ont pas eu une position non pas équilibrée, puisque c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, mais ils n'ont pas essayé de ménager pour eux-mêmes la chèvre et le chou. Et après avoir essayé de le faire au début, Emmanuel Macron, bon, s'est fait le défenseur de l'Ukraine, mais aujourd'hui, il n'a même pas un strapontin à la table des négociations. Il reste peu de temps, Alexandre Orloff, mais une discussion qui pourrait durer entre 6 à 7 heures. Quels sont les points qui sont encore les plus urgents à arbitrer selon vous? Écoutez, moi je pense que le problème des Européens, on a parlé des Européens justement, qu'aujourd'hui les Européens n'ont pas les moyens de leur politique. L'Europe aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. Elle vit à crédit. Elle dépend entièrement des États-Unis sur le plan économique, militaire, politique. Et moi, je pense que l'Europe n'a plus de poids dans les affaires internationales, je m'excuse, mais quand on sort de l'Europe, on regarde l'Europe de l'extérieur, on voit que ça pèse plus, ça pèse plus. Et c'est ça le problème de l'Europe. Par contre, les Européens ont leur place à la table de la négociation quand on va commencer une négociation sur une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Ça, c'est très important, puisque si nous voulons que la paix en Ukraine soit durable, il faut l'inscrire dans un cadre plus large de la nouvelle architecture de la sécurité en Europe qu'il faut construire avec la Russie et pas contre la Russie. Puisque Macron l'a proposé plusieurs fois de construire cette architecture, mais sans la Russie. Sans la Russie, ça n'a pas de sens. Là, l'Europe a une carte à jouer très importante avec nous, avec les Américains.